Donc Bruno Fortier, historien, architecte, urbaniste, enseignant. Il enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Il a reçu en 2002 le Grand Prix de l'urbanisme du ministère de l'Équipement. Il a fondé son agence avec Thierry Bloch en 1991, a participé à de grands projets d'aménagement urbain à Paris, à Nantes, au Havre, à Nice, etc., etc. Il a remporté en 1989 le prix de la critique architecturale pour ses recherches et ses publications sur l'histoire de l'urbanisme. Son travail a été présenté à l'IFA dans le cadre de plusieurs expositions majeures qui ont vraiment fait date. Là, on va avoir ici une présentation de L'amour des villes et de La métropole imaginaire, un atlas de Paris. Et au sein de l'IFA, il a été responsable de l'atelier d'urbanisme et a piloté ce programme de recherche qui s'appelait Villes et projets, un inventaire contemporain dont j'espère il nous parlera. Je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Sylvestre et du coup je vais vous parler de La métropole imaginaire, un atlas de Paris. Donc c'est une exposition qui a eu lieu à l'Institut français d'architecture, je ne vais pas dire toute l'adresse, et c'est du 14 novembre 1989 au 17 février 1990. Les commanditaires, j'ai noté le nom des deux ministres, c'était Pierre Béret-Govoy et Michel Delbarre, avec comme commissaire d'exposition du coup Monsieur Bruno Fortier. J'ai trouvé un devis de 3 710 000 francs, mais ça il me semble que c'est un devis, alors c'était pendant le projet d'exposition, du coup je ne sais pas si c'est le devis final, j'ai retrouvé beaucoup de notes de frais, mais encore une fois je ne sais pas si c'était vraiment à jour. Et donc en scénographie on a Italo Rota. Le catalogue d'exposition a été édité par les éditions Mardaga, et donc c'est Pierre Mardaga éditeur, à Paris. Et c'est sorti le 1er avril 1995 et ça fait 254 pages. En fait, on voit sur l'affiche, c'est intéressant, c'est une des rares images qu'on peut trouver des maquettes. On a très peu de sources. J'ai trouvé très peu de sources dans les archives. Et donc on voit un morceau d'un des ponts qui devait être exposé pendant l'exposition. Et du coup, je vais vous encourager à m'interrompre et à rajouter beaucoup de commentaires puisque j'avais pas énormément de matière archivée. Ça, c'est la planche contact qu'on a retrouvée donc, pour l'exposition. En fait, elle a eu lieu pour le bicentenaire de la Révolution française, donc en 1989, ça faisait 200 ans. Et elle a été basée sur les archives architecturales parisiennes et sur le cadastre informatisé de Paris. Et en fait, c'était une comparaison des maps historiques, enfin des cartes historiques de la ville de Paris avec le cadastre informatisé. Et ça représente une vingtaine de sites parisiens, c'est une vingtaine de sites parisiens en tout, à travers différentes maquettes et documents papier. Donc en fait, l'idée c'est de présenter donc ces différents sites avec leur évolution temporelle et à travers des différentes propositions architecturales comme celle de Boulet, Ledoux, Itorf, Boileau, Perret, Sauvage ou Le Corbusier. Enfin, la surface faisait environ 500 mètres carrés, de ce que j'ai pu trouver. Et elle avait plusieurs missions, notamment la mise en scène de l'exposition, le traitement des documents cartographiques et architecturaux, avec un changement d'échelle, l'élaboration des différentes maquettes et après d'autres missions pour une scénographie classique, pour une exposition classique. Il y avait en tout, si j'ai bien suivi, 6 architectes. Oui, je vais passer un peu. Merci. 6 architectes permanents et c'est un travail de recherche qui s'est étalé sur 6 années. Et l'exposition avait pour projet d'être itinéraire avec une vision en Europe et en outre-Atlantique. Je crois qu'elle était prévue pour Milan et Montréal. Je peux présenter les autres slides, attends. Alors, on a retrouvé 6 photos qui devaient être exposées pendant l'exposition, notamment une maquette juste ici. Et d'autres choses dont je ne sais pas où c'est ni ce que c'est, donc j'ai pas pu vraiment sourcer. Donc pareil, je vous encouragerai à présenter un peu après. Et enfin, on a la liste de tous les projets tous les sites parisiens. Et là, c'est des dessins aussi qui étaient affichés, donc on voit très très mal. C'est des photographies qui ont été prises dans les archives. Donc en fait, c'est tous ces différents lieux avec des axonométries, des plans, des projets parfois déjà terminés, parfois qui n'ont jamais vu le jour. Et enfin, on a quelques articles de presse avec ici la liste
de tous les noms de tout ce qu'on pouvait mettre à propos de cette exposition et 2 articles de presse, notamment une interview de vous, je crois, où il y avait eu un entretien. Enfin, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, hélas. Je crois que c'était assez court. Alors, j'avoue que vous n'avez pas trouvé grand. C'est pas de votre faute, hein, mais visiblement, la Cité de l'Architecture n'a rien gardé. Moi, j'ai des tas de photos, etc. Bon. C'était une expo dont la mise en scène est due à Italo Rota, qui était assez belle, très lumineuse, avec des grandes coupoles en verre sous lesquelles on avait mis des maquettes. Qui faisait suite à un travail un peu idiot que j'avais entrepris, qui est le suivant. C'est qu'aux Archives nationales, bizarrement, pour des raisons fiscales, des relevés ont été faits de Paris au XIXe siècle. Des relevés à plan coupé. C'est-à-dire les gars étaient entrés dans tous les immeubles, etc., etc. Donc entre 1810 et 1860, il y a des dizaines de milliers de dessins aux Archives nationales qui sont classés, qui ne sont pas en vrac, qui sont difficiles à exploiter parce que si vous prenez un quartier quelconque, vous avez des dessins sur 60 ans, donc on ne peut jamais obtenir une photographie à date. On mélange, et nous je pense qu'on l'a fait, on a dû faire des milliers d'erreurs, on mélange dans un même plan qu'on reconstitue des immeubles qui existent et des immeubles qui ont disparu, sans doute. Bon. Évidemment, l'intérêt d'un plan coupé, c'est de voir les morphologies urbaines, avec toutes les erreurs que je viens d'indiquer. La bêtise, c'est que c'était 30 ans trop tôt. Aujourd'hui, on pourrait, parce que c'était un travail de fou, un travail de chinois, bien, de faire ça. On était 5 ou 6, on dessinait comme ça stupidement. Aujourd'hui, on pourrait numériser ça, le vectoriser, et évidemment, on pourrait faire ce travail. Je pense même qu'avec l'intelligence artificielle, on irait encore 100 fois plus vite aujourd'hui. Donc c'était 7 ans de travail comme ça à redessiner avec un choix arbitraire parce qu'on a tout Paris dans l'enceinte des fermiers généraux. Les fermiers généraux, c'est les barrières de Ledoux. Je ne sais pas si vous les voyez, à peu près, c'est les grands boulevards, disons. Le relevé n'allait pas au-delà. Donc, il fallait choisir. On avait 600 sites possibles. On en a choisi une vingtaine. Bien. Donc, s'il y a des passionnés, je ne vous le recommanderais pas. Mais enfin, si quelqu'un voulait s'emparer de ces archives, utiliser l'informatique et faire un travail plus précis et plus rapide aussi, tous ces documents sont disponibles aux Archives nationales. Bien. Alors, on en a fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Italo Rota, une expo qui était magnifique, alors que vous lisez mal dans ces photos, hein, je suis confus, mais elle était assez belle. La question, c'est savoir quel est le sens de tout ça. Alors, quand on coupe un plan, alors la tradition qui consiste à prendre des plans de ville, à les couper à rez-de-chaussée, elle remonte au XVIe siècle en Italie. Bien. Où on voit à la fois le grain des tissus ordinaires et les bâtiments exceptionnels qui apparaissent comme des espèces de pièces intérieures le long des rues, comme ça. C'est des plans très extraordinaires. Il y en a eu toute une série entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Tradition italienne qui n'est pas sortie d'Italie. Donc on a repris cette idée bêtement en disant pourquoi ne pas faire ça sur Paris, sans très bien savoir qu'est-ce qu'on cherchait. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher quand on observe des villes comme ça ? En fait, on s'aperçoit que ce qu'on trouve comme architecture, comme typologie, comme géométrie, quand on coupe une ville comme ça à rez-de-chaussée, c'est à la fois des typologies ordinaires qui se répètent à l'infini, un immeuble, des villas, etc., etc., avec des variations, bien entendu, puisque d'immeuble en immeuble, selon les parcelles, selon les géométries, il y a des déformations, il y a des variations. Vous aviez eu, il y a 25 ans, un très beau livre de Pierre Pignon qui s'appelait « Formes et déformations », qui expliquait comment les architectures régulières palladiennes, insérées dans la réalité compliquée d'un tissu urbain, se déformaient, comme ça, etc. Bien. Donc on trouve ça,
on trouve des bâtiments exceptionnels et on n'est pas très avancé quand on a ça sous les yeux. Donc il faut réfléchir un peu à quoi ça sert tout ça. Si je reprenais ce travail aujourd'hui, je me dirais qu'au fond, jusqu'aux années 1900, ce qui a compté dans la génétique urbaine, c'est l'architecture de la Renaissance. Et cette architecture de la Renaissance, elle a à la fois sa grammaire propre et cette capacité très extraordinaire d'avoir pu changer d'échelle. C'est-à-dire que quand vous observez une ville du XVIe siècle, XVIIe siècle, rien ne bouge. XVIIIe et XIXe, l'échelle change complètement, mais sur une grammaire qui est la même. Bien. Et ça va même aux États-Unis jusqu'à la fabrication de gratte-ciel, dont la génétique est renaissante elle aussi. Si vous regardez les gratte-ciel de Sullivan, ce sont des architectures renaissantes extrudées, très extraordinaires, dessinées avec un talent fou, mais bien. Donc il y a cette capacité de la grammaire renaissante à s'être perpétuée dans le temps. Elle s'est éteinte à la fin du XIXe siècle et avoir fabriqué une échelle métropolitaine qui n'était pas envisageable au XVIe, XVIIe, mais qui était envisageable avec la richesse du XIXe siècle. Richesse extraordinaire des villes du XIXe siècle. Bien. Voilà ce qu'on pourrait essayer de raconter aujourd'hui. C'est comment cette architecture donne un code ou des codes architecturaux et que ces codes sont susceptibles à la fois de variations internes et d'expansion, d'une certaine manière. Bon, on l'a mal expliqué parce que je n'avais pas ça en tête, etc. Alors, quand on regarde cette époque-là, c'était il y a 30 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, évidemment, nous étions dans le camp des passéistes en nous intéressant à ça. Le pôle opposé, c'était le camp, avec un talent là aussi extraordinaire, d'Orem Koolhaas, bien, qui lui était un passionné, un fasciné, non pas du tout par cette architecture antique, mais par les années 60. Au fond, ce qui a passionné Koolhaas, c'est la liberté architecturale des années 60. Bien. Tout ce qu'il a fait, au fond, c'est un éloge, comme ça, d'une modernité qui n'est pas une modernité sèche à la Le Corbusier, mais d'une modernité plus libre, comme ça. Mais je trouve qu'il y a une certaine convergence, moi, entre... Prenons les deux pôles théoriques de ça. C'est d'un côté... Alors, vous voyez peut-être plus bien qui c'est. D'un côté, c'était Aldo Rossi, qui s'intéressait aux villes antiques, renaissantes, anciennes, etc. De l'autre, Orem Koolhaas. Et évidemment, on les imaginait comme des camps tout à fait opposés. En fait, ce sont des camps qui étaient très proches l'un de l'autre, en ceci qu'ils avaient un amour commun pour la métropole dense. Tous. Bien. Donc ce sont des camps qui ne sont pas si éloignés rétrospectivement quand je regarde ça. Et évidemment, on est entré aujourd'hui dans une époque où tous ces aspects ne comptent plus. Bien. Moi, ce qui me frappe avec l'importance prise par la crise planétaire, par les problèmes environnementaux, etc., c'est que ces passions architecturales ou ces passions morphologiques, aucun maire, aucun élu, aucun décideur ne les a plus en tête aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui, bien voilà, il faut raconter le bréviaire écologiste dans les concours, dans les bâtiments, etc., etc. Et il me semble que ces passions pour l'architecture métropolitaine renaissante et pour l'architecture 60s contemporaine s'effacent aujourd'hui au profit d'un territoire qu'on ne connaît pas bien. On ne sait pas bien ce qui va se passer. On imagine, mais sans savoir comment, qu'il va falloir redensifier les villes. Mais redensifier les villes, vous voyez que ça pose un problème considérable. L'obsolescence des banlieues étirée à l'infini, pavillonnaires ou grands ensembles, etc. Ou même l'automobile pose le même problème. Revenir là-dessus pour retrouver une certaine compacité qui, au fond, est l'ADN même des métropoles, ça demanderait des sacrifices considérables.
il faut abandonner des quartiers entiers, il faut dévaloriser, on a des acquis qu'il va falloir dévaloriser massivement, etc. On voit bien qu'on ne sait pas très bien comment faire ça. Alors pour l'instant, on est dans une espèce d'entre-deux où on n'a pas pris de décision politique sur les politiques métropolitaines à grande échelle parce qu'on ne sait pas comment faire bouger les choses. On pense qu'il faut économiser l'énergie, on pense qu'il faut redensifier, on pense qu'il faut conserver plutôt que créer des choses nouvelles. Mais on ne sait pas comment manipuler cet étalement urbain considérable qui n'était ni dans ce qui intéressait Rem Koolhaas, ni dans ce qui nous intéressait. Nous, on était vraiment dans des trains métropolitains. Excuse-moi Bruno. Oui. Pour rebondir juste pour qu'on revienne à notre sujet, conserver ce que tu as fait à l'IFA, par exemple. Ah oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, la scénographie. C'est le sens des choses qui m'intéresse. Bien. Est-ce qu'on t'a forcé à faire des expositions à l'époque? Parce que c'est vrai que tu étais à la tête. Non, c'était un plaisir. D'un atelier. Moi, j'aurais été incapable de faire cette scénographie magnifique. C'est Italo qui a fait ça. Bien. Mais rétrospectivement, je suis très, très content d'avoir fait cette expo. Elle est beaucoup plus belle que les trois photos qui traînent chez vous. Je vous en donnerai des centaines magnifiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sens des choses. Bien. Justement, tu étais le commissaire, donc les contenus... Je ne sais pas, je crois que c'est Italo qui était commissaire. Aussi, d'accord. Oui, tout à fait. C'est le contenu qui est intéressant. C'est pas du tout, quand je revois, moi ça m'énerve horriblement, cette histoire de 40 architectes de moins de 40 ans, etc. C'est tous les trucs que je déteste. Bien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le sens de la réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on trouve, comment on se situe dans la situation contemporaine. J'essaie de vous expliquer que je ne savais pas trop où j'étais. Bien, je vois un peu mieux aujourd'hui ce qu'il aurait fallu faire. Maintenant, parler de la manière dont Italo a dessiné les tables avec ses maquettes extraordinaires, des maquettistes formidables qui nous ont fait ces maquettes, de la manière dont l'entreprise de Serme nous a fait des cadres en verre ou des espèces de bulles, des bulles de cristal sous lesquelles il y avait les maquettes. La manière dont Italo a fait venir des Italiens, je ne me souviens plus de leur nom, ils étaient très connus pour régler les lumières de cette exposition. Sincèrement, c'est pas du tout que c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'étais ravi, mais je suis incompétent dans ces trucs-là. Donc, ce dont je vous parle, moi, c'est le sens. Quel sens ça a? Mais le sens, par exemple, refaire toutes les maquettes, parce que c'est que des maquettes qui ont été dessinées et faites pour toutes ces maquettes ont été faites. Beaucoup sont ici. D'autres ont été perdus, d'autres ont été donnés. Puisque c'est ça que vous intéresse pour les aspects financiers, par exemple. Bien, il se trouve que ce cadastre du 19e siècle, évidemment, ça fait longtemps que l'État a mis au point des cadastres informatisés. Bien. Sachant, on était dans les années 80, qu'il existait au ministère des Finances, tout ça c'est pour que Macron vous pique de l'argent. Bien, un cadastre informatisé. Je suis allé voir le directeur du Trésor, qui m'a reçu très aimablement. Je lui ai expliqué mon truc. Il me dit, je vous donne 1 million. Alors, 1 million, à l'époque, c'était une fortune. Les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, vous baliez avec 50 000 euros, je ne sais pas quoi, enfin 50 000 francs, pas euros. Bien. Donc, nous, on a été couverts d'or parce qu'on était directement en prise sur l'impôt. Hein, voilà, donc si c'est ce genre de détails qui vous intéresse, voilà, on a trouvé l'argent pour ça. Mais au fond, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Un des grands ennemis de Rem Koolhaas, c'était Antoine Grimbach, qui a développé l'idée qu'il fallait bricoler la ville et faire la ville sur la ville. Vous voyez à quel point c'est redevenu d'actualité. Même les maires s'emparent de ce slogan « la ville sur la ville » aujourd'hui. Hein, voilà. Ils ont 2 mots à la bouche, les promenades fraîches et les noues paysagères, parce que ça c'est le bréviaire écologiste, et la ville sur la ville. Donc il y avait une certaine intelligence de Grimbach à cet égard-là. C'est pour ça que je dis qu'au fond, Rossi, Grimbach, Koolhaas n'étaient pas assez éloignés dans leur perspective du problème sur lequel on tombe aujourd'hui, c'est-à-dire des formes d'urbanisme qui ont été tellement peu gérées, qui se sont tellement dispersées, qui se sont tellement fragmentées, qu'on s'aperçoit qu'elles dépendent d'une richesse énergétique qu'on n'a plus ou qu'on ne va plus avoir. Donc on est en crise.
Bien. Simplement, on ne sait pas comment sortir de cette crise. Si vous prenez quelqu'un qui a un pavillon de banlieue à 30 km de Paris, certes, on est à peu près sûr qu'il aura plus de quoi dans 15 ans se payer la voiture et payer l'essence, etc. Et qu'il faudrait raser son pavillon d'urgence pour le faire revenir en ville. Sauf que on n'a pas de modèle urbain, de densité urbaine très sexy à lui proposer. Et puis, c'est une destruction de capital massive. On ne sait pas bien. D'autres destructions de capital, on en aura le long des lacs, le long des mers, avec la montée des océans. Bien. On peut avoir des destructions de capital massives dans les 30 ans qui viennent. On ne sait pas. Bien, voilà. Donc, il y a une certaine actualité à penser métropolitain. Et en même temps, vous voyez à quel point les écologistes ont du mal à penser la ville dense. Ça n'est pas dans leur idéal. Leur idéal, c'est la ville verte, ce qui est une chose assez vague et assez différente, bien, pour l'instant. Voilà. Je profite de ce que vous dites pour rebondir, parce que justement, ce que vous dites du regard sur la ville, j'imagine que c'est un peu ce que vous avez fait dans L'amour des villes, cette exposition où vous avez cherché à faire un état des lieux presque d'un siècle d'architecture métropolitaine et de l'évolution de la ville contemporaine dans sa forme, dans sa conception, dans ceux qui ont participé à la créer. Et vous avez écrit un livre justement nommé L'amour des villes également. Alors justement, je voulais vous demander, ce livre-là, vous l'avez écrit, enfin vous l'avez publié avant l'exposition, il me semble, en tout cas avant que l'exposition ait lieu à l'IFA. C'est possible. En tout cas, de ce que j'ai recueilli, il a été publié en 1994 et l'exposition a eu lieu en 1995. Est-ce que ça a été du coup le point de départ quels Non, sont les points communs, je pense que ce livre, et il n'est pas plus clair que ce que je raconte aujourd'hui, c'était pour me mettre les idées au clair. Mais ces idées n'étaient pas encore très claires, me semble-t-il. Je m'y prendrai autrement aujourd'hui. Voilà. Je suis obligé de vous laisser parce que je suis confus, mais j'ai un rendez-vous à l'autre bout de Paris. Il faut que je prenne mon métro. Voilà. On prendra rendez-vous pour continuer. Avec plaisir. Et merci beaucoup de ces recherches. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Juste un petit mot quand même, parce qu'on n'a pas bien présenté. En fait, François Goven parlait de manifeste tout à l'heure, mais l'IFA à cette époque, enfin première époque jusqu'à 99, c'était un manifeste à tous les étages. Il y avait un manifeste de Bruno Fortier en haut, dans les combles. Il y avait un manifeste de Maurice Culot en face, derrière, de l'autre côté du jardin, de Patrice Goulet. Enfin, c'était quand même une sacrée période et des sacrés patrons presque. Voilà. Non, moi, je n'ai jamais été très patron. Voilà. Dans ton genre, différent. Merci à vous. Si Bruno part, je peux raconter des choses. Non. Non. En fait, Bruno, il travaillait, donc il avait une petite équipe, donc je pense que c'était des étudiants en architecture, des objecteurs de conscience qui travaillaient jour et nuit pendant des années dans l'atelier en haut. Merci. Qui dessine, etc. Je me rappelle que quand même le catalogue, ils l'ont fait sur un logiciel Illustrator parce qu'ils n'utilisaient pas les outils graphiques, ils utilisaient les outils d'architecte, que ça a été de longue haleine. Et l'expo, je crois que j'ai participé, mais je m'en souviens pas beaucoup, donc je suis pas sûre du tout. Voilà, c'était une expo où il y avait énormément de choses, de maquettes, de tout était redessiné, quoi. Voilà. Mais donc s'il dit qu'il ferait mieux, il ferait autrement maintenant, on va pas en parler. Du coup, pour refaire une petite présentation de cette exposition-là, donc elle a eu lieu en 95, à la suite d'un livre publié par Bruno Fortier sur donc L'amour des villes qui retraçait cette évolution-là de la ville contemporaine. Et l'idée, c'était de mélanger une très très grande quantité de médiums, donc à la fois des plans, des maquettes, des dessins numériques. Enfin, il y avait énormément de choses, des revues, beaucoup de matériaux d'époque. Et de sorte à vraiment sélectionner, de manière la plus juste possible et pertinente, les matériaux qui allaient dresser un portrait par époque. Donc on avait 10 tableaux, enfin ils appelaient ça des tableaux. Pour les années 20 ou 30, le choix était non pas de choisir des grandes, des grandes infrastructures ou des grandes productions architecturales, mais plutôt des revues, des magazines. Donc il y avait vraiment une variété des médiums et des supports, et surtout pas une distinction par médium, dans la scénographie en tout cas.
globalement, donc, le livre et l'exposition étaient organisés autour de 3 axes, voir, comprendre et voyager. Et ensuite, on retrouvait les sous-thématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, la technique du dessin, donc la main et la souris, la haute technologie de la photographie et un environnement apprivoisé. Donc là, on a également beaucoup de textes, beaucoup de monographies et donc des plans redessinés systématiquement avec une harmonie donc, graphique dans toutes les productions. Voilà. Et ensuite, donc, les sources que j'ai pu avoir dans les archives qui sont assez intrigante, c'est les échanges de Emmanuel Toubiana, qui était chargé de la communication à ce moment-là à l'IFA, avec les différents partenaires pour des demandes scénographiques, donc notamment lecteurs de cassettes et 6 enceintes, des éclairages, des galeries peintes en blanc. Donc c'est les seules informations écrites qu'on va avoir sur la scénographie. Donc là, on a la liste de toutes les maquettes et les plans reliefs qui ont été faits, redessinés et exposés. Donc une liste assez longue. Et en fait, finalement, c'est les seules sources qu'on va avoir, mais c'est vrai qu'il y a toute une recherche théorique que Bruno Fortier a exprimée précédemment. Il a dit lui-même que la scénographie, c'était pas son intérêt majeur. Et apparemment, à l'IFA, personne n'aimait la scénographie. Hein. Non, mais du coup, c'est vrai que là, comparé aux autres expositions qu'on a pu voir avec Patrice Goulet avant, où on avait énormément de supports visuels, là, il y a plutôt un apport plus théorique qui est vraiment mis en avant, que ce soit dans la présentation de l'exposition, dans le catalogue qu'on retrouve ou même dans les dossiers de presse. Oui, mais ce que dit Patrice, c'est pas très différent. Quand il parle de temps sauvage à un certain, c'était aussi quelque chose de très théorique. C'était un pamphlet, c'était un manifeste écrit. Et puis après, comme je l'ai dit, il faisait une sorte de coopérative, de collectif, sur lequel il laissait beaucoup de marge de manœuvre, comme ce que dit Bruno Fortier par rapport à Italo Rota. Pour 40 architectes de moins de 40 ans, Bernard Barthaud a fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est pas des postures très différentes. Et puis quand ils disent que la scénographie les intéresse pas, je pense que c'est une sorte de fausse humilité, mais de tout à leur honneur. En choisissant Italo Rota, c'est déjà un parti pris très fort. C'est pas du tout innocent de choisir Italo Rota, comme c'était pas du tout innocent de la part de Patrice de choisir Bernard Barthaud ou d'autres. Et après on assume le choix. Comme je disais, c'est des personnes qui, comme on inventait notre métier, on n'était peut-être pas aussi stars que des commissaires de maintenant et aussi directif parce qu'on avait aussi besoin des compétences des autres. Parce qu'on savait qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire, on les imaginait avec notre bon sens. Comme le dit Patrice, il est autodidacte. Moi aussi, j'étais autodidacte, même si j'ai un diplôme d'architecte par rapport à ce qu'on me demandait. Moi, quand il m'a mis devant un tout petit ordinateur, et il m'a dit tu vas transformer ce que veut Bernard Barthaud en maquette de livre. Je n'avais jamais fait de maquette de livre de ma vie, je ne sais pas ce que ça fait. Donc on était beaucoup des autodidactes qui inventaient les choses en les faisant. Et donc du coup on a beaucoup d'humilité, parce que du coup en effet, voilà, on fait confiance parce qu'on ne sait pas faire, on apprend. Moi pendant 10 ans je n'ai pas arrêté d'apprendre. C'était ça notre chance, donc il n'y avait pas de métier. Donc il n'y avait pas une autorité qui disait « mais je sais faire ça depuis 20 ans, c'est comme ça qu'on va le faire ». Et donc du coup, tous autant qu'on était, et Marc oublie de souligner un truc, les petits jeunes qui arrivions comme les Patrice, etc., qui avaient déjà un peu plus de bouteilles, on était tous à égalité. On pouvait y aller de notre idée stupide ou lumineuse sans le savoir. Et ça se travaillait tous ensemble, ça reboutissait, ça passait d'un bureau à un autre. Et voilà, il y avait des échanges formidables. Et puis il y avait Luciana Ravanel qui était la directrice pendant, enfin moi, sauf Jean-Louis Cohen qui arrivait la dernière année de mon parcours, enfin pendant, il y avait Luciana qui essayait d'orchestrer tout ça, d'essayer de temporiser, et voilà, donc il y avait une espèce de maman italienne au-dessus, qui essayait de calmer toute sa tribu d'enfants, cousins, neveux, etc., tant bien que mal, et de laisser une part d'expression à chacun, et de gérer les budgets.
Trouver l'argent. Parce qu'à un moment donné, il faut dire qu'il y avait tellement peu d'argent, enfin, le gouvernement nous donnait tellement peu d'argent qu'on n'arrivait même pas à payer les salaires. Hein. Et je me demandais, là typiquement, l'affiche, elle m'a beaucoup interpellée. Est-ce que vous aviez, comment dire, est-ce que chacun naviguait un peu dans les spécialités? Est-ce que vous aviez des gens qui étaient graphistes, qui s'occupaient à part entière de l'affiche? Est-ce que tout le monde faisait un peu de tout? Non, le seul service qui, comme je le disais, le seul service c'était la communication. Donc là, il y avait un service de communication interne. Voilà. Mais il y a tout un pan d'expositions qui sont pas. Alors, je sais pas qui sont exprimés. Quand on avait fait architecture et bande dessinée. C'est trop vieux, j'étais pas née. T'étais pas née, toi, encore? Donc, avant, il y a eu des expositions thématiques qui étaient un autre département. Non, c'était le département de Chalin avant voilà. Patrice. Avant Patrice. Voilà. Mais parce que cette affiche me fait penser à ça. On avait architecture et cinéma, architecture et bande dessinée, etc. Moi, je suis un exemple un petit peu de l'époque, puisque moi, j'ai en fait travaillé à tous les étages et fait un petit peu de tout. Donc, comme ça, je vais pouvoir rendre hommage. J'ai fait les relations internationales avec Anne Daniels, donc beaucoup de grands voyages d'études partout, de visites aussi plus classiques à Paris. À la presse, je faisais aussi les mises en page. Donc, les mises en page avec... j'ai commencé à la machine à écrire aussi, hein, et puis aux expositions. Oui, oui. Aux expositions, donc avec Patrice, donc j'ai pas fait tout. Non, là, faut pas exagérer quand même. Tu couperas ça. Non, Gwenaëlle, elle tenait un bulletin d'information architecturale. Donc ça, non, c'était plutôt des pigistes. Un petit peu avec Maurice Culot, département histoire, parce qu'il y avait quelques expos, l'URSA, etc. Avec Bruno, je me rappelle vaguement d'avoir aidé à faire des mises en page de ça, l'expo au moins. Voilà. Donc, et on inventait effectivement tout. Voilà, tout le monde se mêlait de tout. Serge Barthaud, qui était architecte. Il faisait aussi le graphisme, on faisait les scénos, tout le monde faisait tout. L'Envers des villes, c'est un programme qui a été lancé par la Caisse des dépôts et consignations en collaboration avec l'Association française d'action artistique et qui était une forme de concours et qui a mené à des voyages et des financements pour des recherches et des études pour des jeunes créateurs, architectes, que ce soit architectes, artistes, urbanistes, paysagistes. Il y a eu 27 lauréats qui se sont enchaînés du coup entre octobre de 1999 jusqu'à janvier 2001, mais ça s'est légèrement étendu vers juin 2001. On va passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup de projets, mais pour la scénographie, c'est une artiste américaine, Andrea Bloom, qui avait mis en place un dispositif composé de 3 modules et qui pouvait être adapté en fonction des restitutions. Car l'objectif de ces voyages des différents artistes et créateurs, c'était de venir faire une restitution pendant à peu près 1 mois à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et ce qui a mené à l'enchaînement de plusieurs petites expositions. C'est très différent de ce qu'on a pu voir jusque-là, puisque c'est plutôt pour mettre en avant ces études et ces recherches. Alors, c'est très différent parce que ça s'explique. En fait, là, Jean-Louis Cohen était arrivé à l'IFA pour la préfiguration de la cité. Et c'était donc le début d'une nouvelle programmation sous lui et Marie-Hélène Contal. Vous aurez le prochain séminaire. Et là, c'était la première partie, galerie d'actualité avec une petite avancée qui s'appelait Salon d'actualité. Et la restitution des bourses, c'était des bourses de voyage aux artistes architectes de la Caisse des dépôts, rentrait dans le cadre de ce programme. La Caisse des dépôts, me semble-t-il encore à l'époque, il y avait un programme culturel qui était dirigé par quelqu'un qui s'appelait Francis Lacloche, qui avait fait des expositions d'art contemporain, qui avait fait une collection de photographies, qui a été versée au Centre Pompidou, une collection d'œuvres d'art qui a été versée au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Saint-Étienne, et c'est lui qui avait choisi Andrea Bloom. Qui est donc en effet une artiste qui travaillait beaucoup sur du mobilier d'exposition, etc. Et qui était assez incroyable, oui, qui était quelqu'un oui, qui avait très très bien réglé ça.
Je trouve ça Andrea Blum a été très précurseur de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire d'un bureau nomade. Elle a vraiment anticipé le nomadisme numérique actuel. Il y avait elle, et tu te souviens du petit livre de Ichiko Hasegawa? On avait fait un petit livre de texte sur Ichiko, je vais être très rapide, et elle avait écrit un texte en disant « Mais la ville, notre maison n'existe plus, c'est la ville qui est notre maison. Les rues sont nos couloirs, les bars sont nos bureaux, etc. » Ça m'avait effrayé. Nos salles à manger, c'est les supermarchés, etc. Ça m'avait effrayé pour moi. Et peut-être 20 ans après, je me suis dit, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu connais tous les spots avec des prises électriques de tous les cafés, ton ordinateur portable, c'est ton bureau, enfin, etc. Et c'était quand même une époque où, sans le savoir, toujours, comme le dit Bruno Fortier, on faisait sans savoir et sans avoir de la distance et sans le mentaliser. On a été précurseur de beaucoup de notions qui sont opérantes 30 ans, 40 ans après. Oui, c'est assez stupéfiant. Et ça, par exemple, pour Patrice, il avait des intuitions absolument théoriques incroyables. Voilà. Pour terminer cette séance, je rebondis sur ce que tu as dit, Myriam. L'idée aussi, ce que disait aussi Patrice, il y a une idée cachée derrière ce séminaire, c'est aussi retracer l'histoire de ces institutions et dans leur complétude, dans leur diversité. Donc la semaine prochaine, lors de la séance prochaine, le 28 juin, il y aura aussi Maurice Culot qui sera présent. On a eu Bruno Fortier, on a évoqué Patrice Goulet. Et il y a une figure que je souhaitais aussi mettre à l'honneur, c'est celle de Jean-Pierre Épron, qui est vraiment une figure qui a énormément compté pour l'histoire de l'enseignement et l'histoire de la recherche. Et je vais laisser François Goven nous présenter cette figure qu'il a bien connue. Voilà. Oui, donc, pour ma part, je suis une personne un peu rapportée par rapport à l'histoire de l'Institut français d'architecture, même si, pour diverses raisons, et pendant une bonne trentaine d'années, j'ai été amené à en être assez proche, mais en tant que personne extérieure. Je n'y travaillais pas, et c'est un certain nombre de facteurs, soit professionnels, soit personnels, qui m'ont amené à fréquenter l'IFA de façon un petit peu régulière, plutôt d'ailleurs dans la période qui précède celle dont vous avez parlé, c'est-à-dire la période de création depuis le tout début des années 80 jusqu'à à peu près le milieu de la décennie. Alors, pour diverses raisons, et puis entre autres pour des raisons personnelles, parce que je n'étais plus dans le secteur de Paris, j'étais plus loin. Et rappelons quand même que l'IFA, contrairement à ce qu'à peu près tout le monde croit, n'est pas du tout une production de la gauche, puisqu'on associe effectivement l'Institut français d'architecture au changement politique majeur du début des années 80. Enfin, pour vous, aucun n'était né, de vous n'était né, j'imagine, à cette époque-là, mais pour nous, un peu plus âgés, il y a cette association. En réalité, c'était une création qui datait de Giscard, puisque c'est tout le grand programme qu'il met en place sur l'architecture à la fin des années 70, qui va se traduire par la loi sur l'architecture, par l'éclatement de la direction de l'architecture entre le ministère de la Culture, où il y a la création d'une direction du patrimoine, et le premier ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie qui va être créé, et où la compétence architecture va rejoindre le ministère de l'Équipement, dans lequel il restera pendant une vingtaine d'années. On n'est pas fait pour faire cette histoire-là, mais il faut quand même l'avoir en tête, parce que, évidemment, entre le moment où une décision est prise et le moment où une institution se met en ordre de marche, ça ne se fait pas en 15 jours, ni même en 6 mois. Et donc, entre le moment de l'initiative qui date de la fin des années 70, prise par le gouvernement de droite, et le début de l'installation, de la nomination des personnes dans les départements et compagnie, il y a effectivement, tout simplement, mai 81 et ce changement politique qui associe, parce que la dimension politique était extrêmement importante à l'époque, aujourd'hui, la dimension idéologique est devenue quelque chose d'extrêmement flottant et flou, mais dans les années 1980, les scissions politiques expliquent 80% de tout ce dont on est en train de parler là. Et les questions d'ordre architectural ou d'urbanisme sont la conséquence, en fait, de prises de parti politiques,
tout le monde étant plus ou moins de gauche, dans les progressistes, mais au sein de la gauche, il y avait évidemment des courants considérables, donc entre Castro, entre Grumbach, etc., etc. Bon, donc ça c'est simplement un rappel, mais que je me permets de préciser parce que les jeunes générations, souvent, je m'en rends compte, n'ont aucune conscience de ce qu'était ce rapport entre des engagements politiques extrêmement forts, voire violents, et donc ce dont on parle là. Alors, Jean-Pierre Héperon. Donc Jean-Pierre Héperon est une des figures sans doute les moins connues, des grands responsables des 4 départements principaux de l'IFA, parce que d'autres personnalités étaient peut-être plus sur le médiatique ou plus sur le devant de la scène. En réalité, et on parlait de pionnier, Jean-Pierre Héperon, enfin tu en as été l'élève, je pense, à l'école de Nancy quelques années après moi, était évidemment, alors là, un des immenses pionniers, pas seulement de l'IFA, mais en termes de tout ce qu'était la pensée, la compréhension des institutions d'architecture, et évidemment avec un nœud qui est celui de la question de l'enseignement de l'architecture, parce que partant de l'idée que la profession est directement liée à l'organisation de son enseignement. Alors, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais il se trouve que je suis étudiant en architecture au tout début des années 70, en 1971. Le hasard de la géographie fait que je rentre à l'école de Nancy qui vient d'être créée l'année précédente. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'explosion du système des beaux-arts, après mai 1968, s'était traduit par 1 ou 2 ans de larges flottements et la création de ce que l'on appelait les unités pédagogiques d'architecture, qui étaient réparties sur l'ensemble du territoire national. Et il se trouve que l'unité pédagogique d'architecture de Nancy se trouve être, dès sa création, donc en 1970, qui est une double création, qui est à la fois celle de l'UP et en même temps celle du bâtiment. Parce que l'ancienne école des beaux-arts, elle est revenue aux beaux-arts, et les jeunes étudiants en architecture arrivent dans un bâtiment assez extraordinaire, tu as connu, qui était construit par l'ancien patron de l'école des beaux-arts de Nancy, c'était un architecte des bâtiments civils et palais nationaux, Foliasson. Mais Foliasson n'avait pas fait grand-chose. Il avait confié à Jean Prouvé la réalisation de l'ensemble du bâtiment dont il n'existe plus rien aujourd'hui, puisqu'il a entièrement brûlé lorsque la nouvelle école d'architecture, enfin peu de temps après que la nouvelle école d'architecture, faite par Livio Acchini, a été réalisée. Jean Prouvé qui n'était pas célèbre à l'époque, faut-il le dire. Alors, il était immense. Alors oui et non, il était immensément célèbre, c'est-à-dire qu'on le connaissait à Copenhague, à Tokyo, à Valparaiso ou à Sydney, mais à Nancy, il était totalement marginal. Bon, mais ça c'est une autre affaire. Si je parle de l'école en tant qu'objet, c'est extrêmement intéressant parce que l'école était un manifeste de la pédagogie de l'architecture. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, parce que évidemment, comme tous les manifestes, c'est voué à l'échec assez rapidement. Mais ça porte des germes, et cette école était un immense terre-plein, sans cloison, construction de Jean Prouvé, classique, comme il construit ses petites maisons, comme il construit la Villa Senave, c'est-à-dire qu'on commence par construire les sanitaires qui sont des blocs de maçonnerie, et puis dessus, on met des poutres, et puis on accroche des murs, que l'on appelle des murs rideaux autour. Évidemment, c'était un projet pédagogique. Les étudiants construisaient au départ les salles de cours dont ils avaient besoin avec des panneaux préfabriqués en métal et liège. Donc, ils avaient besoin d'une salle de cours de 10 mètres carrés. Ils faisaient une salle de cours de 10 mètres carrés. Ils avaient besoin d'une salle de cours de 150 mètres carrés. Ils faisaient une salle de cours de 150 mètres carrés. Naturellement, tout ça est formidable sur le plan de l'utopie, mais ne marche pas une minute, parce que les étudiants sont flemmards et n'ont pas envie de monter leur salle de cours, parce qu'il y a des interstices en partie basse, parce que tout ça est monté sur vérin, dans une école qui est une nappe très basse. Et évidemment, il y a 2 salles l'une à côté de l'autre, on entend autant dans la salle que ce qu'on dit à côté, donc ça ne marche pas. Mais en tout cas, si je raconte ça, c'est parce qu'il s'agit d'une utopie constructive liée à une utopie de programmation pédagogique et dont le père est Jean-Pierre Héperon. Alors Jean-Pierre Héperon, j'y viens en quelques minutes. C'est un personnage donc, qui est né dans les années 20, donc, qui dans les années 70 a déjà pas loin de 50 ans, qui était évidemment quelqu'un qui est architecte, qui a construit, mais qui s'est surtout intéressé à la fois à la question des institutions d'architecture et d'autre part à la question, comme je le disais, de l'enseignement et de la pédagogie. Il est un pur produit de l'école des beaux-arts de Paris et en même temps, il a déjà un certain âge quand il vit l'explosion de mai 68, puisque évidemment, c'est l'éclatement de l'école des beaux-arts en mai 68 qui va avoir cette conséquence sur la pédagogie.
Or, Jean-Pierre Éperon, qui est à la fois un progressiste sur le plan intellectuel, mais en même temps un amoureux inconditionnel du système des beaux-arts, est assez vite appelé à réfléchir dès 1968, enfin dès post-68, on ne parle pas de Max Kérien qui était juste à ce moment-là directeur de l'architecture et qui est viré par la même occasion, mais Jean-Pierre Éperon va être parmi ceux qui vont concevoir en quelque sorte la nouvelle pédagogie et le nouvel enseignement de l'architecture post-1968, et avec une idée qu'évidemment nous, jeunes étudiants, 2 ans après, ne comprenons. On analyse ça a posteriori. Sur le moment, on ne comprend rien. On voit quelqu'un dire oui, c'est formidable, mais il parle bien, il est séduisant. Mais évidemment, on ne comprend pas. Mais la pensée de Jean-Pierre Éperon, c'était en quelque sorte une troisième voie qui a été en permanence son objectif jusqu'à sa mort et qu'il développera à l'Institut français d'architecture, et je vais y venir. Une troisième voie entre quoi ? Entre d'un côté ce qu'était l'enseignement traditionnel des beaux-arts, avec le système, des ateliers, le Grand Prix de Rome qui était la consécration finale, etc., etc. Donc l'archétype de l'institution architecturale telle qu'elle avait été construite au XIXe siècle, et puis les jeunes gauchistes, évidemment, qui avaient balancé tout ça par-dessus les moulins en 1968, et qui réclamaient un système complètement nouveau, un nouveau type d'architecture, fini les mandarins, bon, tout ça avec évidemment, comme je le disais, une arrière-pensée idéologique. Et Jean-Pierre Éperon avait cette espèce d'obsession de dire la vie n'est pas totalement manichéenne, le bien n'est pas d'un côté, le mal de l'autre, mais il y a une troisième voie qui doit pouvoir permettre de prendre ce qu'il y a de bien dans les deux systèmes. Mais évidemment, comme il était extrêmement malin, il ne pouvait pas le dire, parce que dire ça en 1970, c'est impossible, ou alors on se fait immédiatement pendre, accrocher un crochet de boucher. Donc, il le fait par une approche très intellectualisée, très cultivée au travers de la recherche historique. Et donc, il va développer à l'école de Nancy un centre de recherche qui sera celui qui va venir se concrétiser à l'Institut français d'architecture 10 ans plus tard, tourné autour de la connaissance des institutions, mais en même temps lié à la connaissance de l'histoire de l'architecture. Ce qui était évidemment pour les jeunes étudiants, alors aujourd'hui je le vois avec le recul, mais totalement impensable. Tout avait été jeté par-dessus les moulins. L'histoire de l'architecture, bon, si on fait une interro écrite chez les jeunes étudiants en architecture pour qu'ils nous écrivent 10 lignes sur Jules Ardoin-Mansart ou Robert Decotte ou je ne sais pas qui, je ne suis pas sûr que ça irait très loin, mais à l'époque, c'était encore bien pire. Et donc, Jean-Pierre Éperon faisait cette synthèse entre histoire et connaissance de l'histoire de l'architecture, mais avec une vraie connaissance de l'architecture moderne, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui était moderne à l'époque. Donc en 1970, c'était un peu différent de ce qui est aujourd'hui. Et donc, croisé avec une compréhension, et c'est en ce sens-là qu'il est pionnier, parce qu'il a été un des premiers, dès les années 1960, 1970, à montrer que l'architecture n'est pas seulement le résultat d'un talent d'architecte ou d'une technologie d'ingénieur et de matériaux, mais que la question du contexte dans lequel la commande, le programme est exécuté, la manière dont la commande du programme est faite, tout cela est un ensemble qui doit être analysé et qui dépasse évidemment de beaucoup l'approche, disons, classique de l'historien de l'art, en tout cas à l'époque, ou de l'historien de l'architecture, ou de l'histoire de l'esthétique, voire même de l'histoire des constructions. Et donc, il développe un enseignement autour de cela avec une bande d'amis, en réalité, au départ, à l'école de Nancy, qui sont ceux que l'on va retrouver quelques années plus tard, d'ailleurs, à l'Institut français d'architecture, puisqu'il fait appel à quelques architectes parisiens qu'il connaissait, assez éclectiques, soit des intellectuels, je pense à Philippe Boudon, par exemple, sociologue de l'architecture, qui est architecte, mais qui est effectivement un théoricien, un penseur, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages de référence. Le malheureux Philippe Boudon est très largement oublié. Alors que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il avait étudié Pessac de Le Corbusier, ou comment se transforme par le vécu une architecture corbusienne. Je vous invite à lire. Il est sémiologue, un sémiologue extraordinaire. Je vous invite à lire. Alors,
plus une anecdote parce qu'elle a eu lieu ici à la Cité de l'Architecture il y a quelques années. Moi, j'avais été invité lors d'un colloque sur Viollet-le-Duc. Or, les années 70 sont évidemment la pleine époque de la pensée structuraliste. Aujourd'hui, le structuralisme, la philosophie structuraliste est quelque chose, je pense, qui est totalement ringard, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas. C'est en train d'un peu revenir, mais à l'époque, évidemment, la pensée structuraliste de Lévi-Strauss et de tous les grands penseurs de l'époque est au cœur de la réflexion intellectuelle de Michel Foucault, enfin de tous ces gens qui ont été. Or, évidemment, le structuralisme est fascinant quand on parle d'architecture, et Jean-Pierre Héperon, avec Philippe Boudon, développe toute une pensée autour de la question de la relation entre eux sur le plan structurel, justement, comme quoi, en gros, le tout n'est pas la simple addition de ses composants. Bon. Il y a quelques années, colloque Viollet-le-Duc ici, on me demande de faire un discours sur le sujet avec Legnaud, et je pose la question en disant « Qu'est-ce qu'il y a comme actualité de Viollet-le-Duc aujourd'hui ?» Alors, je dis, je comprends l'actualité qu'il y avait en 1970. C'était Philippe Boudon. Il était dans la salle. Alors, je suis allé le voir. Il était tout timide. Son nom n'avait jamais été cité une seule fois, alors qu'il a sans doute été celui, au travers des ouvrages qu'il a écrits, un des pionniers à, disons, dans les années fin des années 60, a vraiment montré l'actualité et la modernité d'une personnalité comme Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc est un personnage central dans la constitution de l'école d'architecture de ces années-là, autour, évidemment, de tout ce que je raconte par rapport à Jean-Pierre Héperon. Je vais très vite. Bon, donc, Jean-Pierre Héperon développe une théorie extraordinairement sophistiquée qui est fondée, comment je pourrais le dire, sur un cynisme gentil. C'est le cynisme gentil. Et je vous raconte une histoire que Héperon aimait bien raconter à ses étudiants. Pour lui, le modèle, le maître à penser, c'est Guadet. Julien Guadet. Guadet, c'est, pour les jeunes étudiants, ça ne vous dit rien, mais le professeur de théorie à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1900. L'École des Beaux-Arts de Paris en 1900, c'est le cœur mondial de l'enseignement de l'architecture. Les Américains sont fascinés par l'École des Beaux-Arts de Paris en 1900, etc. Et le patron, disons, intellectuel de cette époque, c'est Guadet. Et Guadet, il raconte ça très explicitement, raconte ce que c'est que l'enseignement de l'architecture. Et vous aurez compris tout Héperon dans cette situation, puis après je terminerai. Guadet dit, voilà, je fais un cours de projet à mes étudiants. Alors je dis ça aux enseignants d'architecture. Ils sont 20. Des garçons à l'époque, hein, évidemment, donc ils sont 20, et je leur explique comment on construit une mairie 3e République. Pendant 6 mois, je leur explique comment on construit une mairie 3e République. C'est pas compliqué, il y a 2 étages, il y a un nombre de travées impair, la travée centrale est plus haute que les latérales, il faut un balcon pour mettre le drapeau du 14 juillet, les étudiants n'en peuvent plus au bout de 6 mois, ils disent le vieux, il pédale dans la semoule. On avait compris au bout de 3 fois, mais au bout de 6 mois, il nous répète sans cesse la même chose. Bon, c'est pas grave, il est sénile, on passera à autre chose. 2e semestre, le projet, dessiner une mairie 3e République. Alors les étudiants sont stupéfaits parce que comme on leur a écrit, on leur a donné dans le moindre détail le modèle de ce qu'il fallait faire, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ils font chacun leur projet pendant quelques mois et ils présentent, et Guadet, donc grand seigneur, avec sa cape, vient corriger les projets. C'est Guadet qui le raconte. Et il note, sur les 20, il y en a 16 qui ont entre 9 et 10,5 sur 20. Ils ont tous fait le même projet. Il y en a 2 qui ont 3 sur 20, enfin quelque chose comme ça, et il y en a 2 qui ont 18. Alors là, les étudiants se regroupent ensemble en disant vraiment, on pensait qu'il était sénile, mais c'est au-delà de ce que l'on craignait. Et ils vont voir en délégation le prof en disant « Monsieur, là, vraiment, vous vous foutez de nous, vous nous avez appris comment il fallait faire, on a fait ce que vous nous avez dit, et on a des notes entre 3 et 18. Expliquez-nous. » Et Guadet leur dit « Messieurs, je ne vous ai pas appris l'architecture, mais je vous ai appris la vie. » Vous voyez, parmi les projets, tous ceux qui ont la note moyenne, c'est ceux qui ont fait ce que je vous ai appris. Vous serez des médiocres, des notables de province qui feraient une petite architecture propre, mais sans plus. Vous aurez une famille, des enfants, une belle voiture, etc. Et puis il y en a 4 qui auront transgressé ce que le maître vous a appris. Et bien là, vous avez autant de chances de vous planter, et c'est ceux qui ont 2,
parce que ceux qui auront 18, et vous deviendrez les mandarins de la profession et vous aurez une grande carrière. Et les élèves repartent. Et donc Jean-Pierre Héperon partait de cette idée, de cette sorte de cynisme et d'apprentissage, mais quand je dis cynisme, d'un cynisme gentil, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement bienveillant avec ses étudiants, et donc qui leur apportait réellement quelque chose. Et donc, et ça sera le dernier mot sur l'école, et puis 3 mots sur l'IFA après, là, oui, bon, 5 minutes, là, il arrive en 4e année, donc moi j'étais en 4e année, mais c'était l'année où c'était, à introduire dans un enseignement qui était un enseignement évidemment de gauche, hein, totalitaire, en totalité, partagé entre gauchistes et staliniens. Mais enfin, malgré tout, il y avait un type de droite qui se cachait discrètement. Donc, il n'était pas question d'avoir une approche réactionnaire du projet d'architecture. Et Jean-Pierre Héperon arrive à glisser, avec l'habileté qui était la sienne, un concours d'esquisse en disant « je vais m'amuser, mais c'est au second degré, à vous faire une esquisse sur un sujet, comme on le faisait aux Beaux-Arts il y a 10 ans dans l'ancienne école que vous avez jetée, balancée à la poubelle, et je décernerai des prix. Et il y aura un premier grand prix, un deuxième grand prix, enfin un peu une espèce de petite copie du Grand Prix de Rome. Et alors, évidemment, il l'écrit après, il l'écrit quand il est à l'IFA, et il montre que, évidemment, encore une fois, c'est pas manichéen, que les choses sont bien plus complexes que ce que chacun avait cru, et les étudiants se prennent au jeu. Et évidemment, on redemande. Et les étudiants qui étaient les premiers à avoir milité pour évidemment exploser le système dans une approche évidemment très progressiste, sociale, politique, en fait sont les premiers à se rendre compte de l'intérêt qu'il y a à faire, avec des médailles au chocolat, un premier Grand Prix sur esquisse. Moi j'étais très fier parce que je l'avais eu, le premier Grand Prix, la première fois. Et donc c'est comme ça que mon travail avec Jean-Pierre Héperon va se poursuivre pendant longtemps. Je passerai mon diplôme avec lui. Et puis, il y a 2 moments après où il faut choisir. Alors moi j'ai une activité libérale dans un premier temps. Et puis après, il y a un moment où bon, j'ai envie de faire autre chose. Jean-Pierre Héperon forme, ce qui étaient des copains, enfin tous ceux qui vont se lancer dans la recherche en architecture. Donc c'est puisqu'il avait créé un centre de recherche à l'école d'architecture, et ce seront ceux qui poursuivront après, compris à l'IFA, le travail avec les publications. Donc c'est des gens que vous connaissez, c'est Jean-Claude Vigato, Joseph Abraham, enfin tous ces gens-là qui maintenant, évidemment, ont un certain âge, mais qui ont été les pionniers de la recherche en architecture en France, et qui est c'était pas les seuls, mais ça a quand même été un des viviers importants, et qui sont la production directe du travail de Jean-Pierre Héperon. Et puis il y avait l'autre côté qui était l'institution. Alors on en avait parlé, et alors moi, pour une série de hasards aussi personnels, je suis rentré dans ce qu'il pouvait y avoir comme institution de plus réactionnaire qui pouvait exister à l'époque, puisqu'il ne restait plus rien dans le monde de l'architecture à la fin des années, enfin au début des années 80, là on est début des années 80, puisque le système classique a sauté, la commande se fait par les concours publics, la loi MOP est intervenue, les architectes des bâtiments civils et palais nationaux sont en voie d'extinction, puisque le prix de Rome qui les recrutait pour l'extension. Et je m'amuse d'une certaine manière à rentrer dans le service des monuments historiques, ce qui pouvait être le dernier bastion qui pouvait être. Et alors ça amuse formidablement Jean-Pierre Héperon. C'est pour ça que c'est la deuxième partie du petit travail que j'ai mené avec lui à l'Institut français d'architecture, où il m'invitait de temps en temps pour parler du travail qui était en interne. Donc on l'a fait soit à Paris, rue de Tourneau, dans des petits séminaires avec des étudiants, soit dans des expériences locales amusantes, et notamment à Nancy, où on avait organisé des concours réels d'architecture avec la ville de Nancy sur des terrains. Et ça, c'était l'IFA qui l'organisait. Et je me souviens, par exemple, d'un projet très amusant. Alors, ça ne dit rien aux gens qui ne sont pas de Nancy, mais la rue des Brices à Nancy est une rue qui est connue par un alignement d'architecture, à la fois d'architecture Art Nouveau puis Art Déco. On avait fait un concours où Jean-Pierre Héperon, et c'était moi qui l'animais avec lui, on s'était amusé. À l'époque, Alain Sarfati, qui était un des architectes que Jean-Pierre Héperon avait fait venir à Nancy et qui avait une heure de gloire
Alain Sarfati, après, a pris des mauvais tournants. Son engagement dans le postmodernisme l'a un peu grillé dans la suite de sa carrière, mais à l'époque, il était extrêmement brillant sur le plan national. Il était exposé d'ailleurs à l'IFA de façon régulière. Et il y avait un concours entre Alain Sarfati et un de ses élèves pour voir comment, puisque dans les théories d'éperon de l'École des Beaux-Arts, encore une fois par rapport à la transgression dont je vous parlais avec Guadet, le rôle absolu de l'élève est de dépasser le maître. Et donc, voilà le genre de choses que l'on menait qu'on avait faites avec l'Institut français d'architecture. Et alors, évidemment, ça n'avait pas vraiment de suite. C'était des choses qui étaient plutôt des expériences un petit peu ponctuelles, mais dans lesquelles on essayait de dépasser, moi c'était ce qui m'intéressait, de dépasser la seule connaissance théorique, parce qu'évidemment, réfléchir, écrire, théoriser, c'est bien, mais quand on commence à se confronter à la vraie vie, c'est-à-dire avec les élus, avec des maîtres d'ouvrage, ça devient plus compliqué. Et c'est comme ça que j'ai pu accompagner son travail pendant un certain nombre d'années, après un tout petit peu à l'Académie d'architecture, mais beaucoup moins, et puis après je l'ai perdu de vue, mais enfin c'est resté vraiment quelqu'un qui, je pense, a eu un rôle absolument déterminant pour tous les architectes, pour toutes les raisons. Là je vais très vite, et puis on ne peut pas comme ça en quelques minutes résumer une production aussi complexe. Mais ce qui est intéressant, alors il est décédé l'année dernière, à un âge assez avancé, je crois qu'il avait 92 ans, mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est une des dernières paroles qu'il médite, je ne sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une dizaine d'années, mais après il ne bougeait plus beaucoup, c'était à l'Académie d'architecture. Il me dit, en rigolant, il me dit, tu vois Goven, finalement, toutes mes vieilles idées, ça ne marche pas si mal que ça. Et sur cette question de l'enseignement de l'architecture, sur cette question des institutions, sur cette question de l'importance d'avoir une approche complexe, y compris en termes financiers, en termes de programme, pour comprendre une opération, et que justement une opération ne peut pas être simplement un acte d'ordre esthétique ou technique. Et donc voilà, donc une personnalité absolument majeure, un peu, je pense, oubliée. C'est quelqu'un qui n'a pas énormément écrit, c'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit, mais dans le cadre de recherches qui étaient des recherches essentiellement, c'était le Corda qui était le principal organisme de recherche en matière d'architecture à cette époque-là, qui a disparu aujourd'hui depuis longtemps. Et c'était, vous en parliez tout à l'heure, à l'époque c'était tapé à la machine, photocopié en 200 exemplaires et un peu perdu. Mais, et ça sera mon dernier mot, sa pensée sur la question de l'éclectisme est quelque chose qui intellectuellement est fascinante. Je la résume en un mot, mais je pense qu'elle, avec son cynisme gentil, c'est l'autre dimension vraiment, je pense, extrêmement pertinente de la pensée de Jean-Pierre Hépron. Donc Jean-Pierre Hépron travaille sur l'histoire de l'architecture et des institutions, et notamment évidemment au XIXe siècle. Et il s'interroge sur la question de l'éclectisme. Alors pour les jeunes, l'éclectisme, vous voyez, c'est quand on fait des architectures où on colle des morceaux d'architecture romane, gothique, Renaissance, enfin tout ça, toute l'architecture du milieu du XIXe siècle et de la fin du XIXe siècle. Et la théorie de Jean-Pierre Hépron, c'est que l'invention de l'éclectisme n'est pas une invention esthétique où on s'amuse à coller des références que l'on a appris d'une façon plus ou moins maladroite à l'école des Beaux-Arts, dessiner parfaitement un chapiteau corinthien ou je ne sais quoi. Mais c'est une réponse à l'éclatement, au risque d'éclatement de la profession d'architecte vers les années 1860-1870, menacée par le métier d'ingénieur. Et d'une part, et d'autre part menacée par l'énorme éclatement de la profession d'architecte à ce moment-là, la querelle entre les gothiques et les... Marie-Hélène Comtal est maintenant directrice qui était une de nos collègues un peu plus jeunes, mais qui a connu l'époque dont je vous parle. Et évidemment, à la fin du 19e, il y a cette scission au sein des architectes entre les tenants de l'académie et ceux qui se rallient à Viollet-le-Duc, évidemment, à la pensée constructive médiévale. Et comment l'éclectisme serait une réponse à empêcher que la profession explose. Or, je ne peux pas m'empêcher de penser que, on n'en a jamais vraiment parlé, mais ce qu'il voyait un siècle plus tard, dans la manière de concevoir l'enseignement de l'architecture, c'était la même chose. C'était comment trouver cette troisième voie qui était un moyen d'éviter
cet affrontement entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement, entre guillemets, moderne de l'architecture issue de la période post-68. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Et aujourd'hui, tout le monde suit, sans savoir qui il est, beaucoup de pensées qui ont été développées de façon pionnière par son travail. Voilà, pardon, peut-être un peu, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Moi, je voudrais juste ajouter deux anecdotes. Donc, en effet, puisque moi, je suis arrivé 6 ans plus tard, c'est-à-dire un cycle complet d'étudiants à l'école d'architecture de Nancy, on apprenait tout, on avait des cours de philo, de sociaux, de pratiques artistiques. Donc, c'était vraiment les lumières. Donc, on devait savoir tout. On devait être une tête bien faite pour faire de l'architecture. Et Jean-Pierre Éperon donnait un cours d'histoire sociale de ce qu'est la profession d'architecte. Ce qui est extrêmement nouveau, de dire que la profession d'architecte a une histoire sociale, justement. Donc, comment se sont montées les agences, comment on a pensé le métier d'architecte, etc. Et puis, il avait une phrase, mais vraiment... incroyable, mais qui dit tout. Pour moi, c'est un peu un dandy, vraiment. Et puis, c'est un peu le Jacques Lacan de l'architecture. C'est-à-dire qu'en effet, il faudrait publier les notes de ses élèves. Et il avait cette phrase qui était « Le fils de tout petit entrepreneur de campagne veut que son fils soit architecte, comme tout curé de campagne veut que son fils devienne évêque. » Et ce qui était aberrant, mais ce qui disait tout de Jean-Pierre Éperon. Voilà. Et par rapport justement à une histoire sociale, et qui disait qu'est-ce que c'était ce 19e. Voilà. Et il était c'est vraiment quelqu'un totalement... Il faisait des cours de 3 heures d'un trait, sans aucune préparation, voire j'en ai... Avec une grande préparation, mais sans aucune note. Sans aucune note, voire un jour, il avait trop bu à déjeuner, et il a fait tout le cours appuyé à la porte, 3 heures de cours stupéfiant, d'un trait appuyé à la porte parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à la chaise qui était là, parce qu'il aurait chuté. Et c'était un dandy, mais vraiment physiquement, charismatique.